Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs. Donc, quelle est la définition de ce truc-là? Comme toujours, je me place dans un espace vectoriel E sur R, hein. Donc un R espace vectoriel. Et je vais prendre n vecteurs, V1, patati patata, jusqu'à Vn dans E. Ce qu'on appelle le sous-espace vectoriel de E engendré par les VI, et qu'on note vect V1, V2, patati patata jusqu'à Vn, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient tous les VI. Alors cette définition est pas très pratique. Il y en a une qui est beaucoup plus commode. En fait, un vecteur U de E appartient à l'espace vectoriel engendré par les VI si on peut l'écrire comme combinaison linéaire des VI. Autrement dit, si et seulement si, il existe des scalaires lambda 1 patati patata jusqu'à lambda n, donc des réels, tels que U est égal à lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus patati patata jusqu'à lambda n Vn. Donc vect V1 patati patata jusqu'à Vn, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles de V1, V2, etc. jusqu'à Vn. Je voudrais juste revenir sur un point de la définition. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient V1 patati patata jusqu'à Vn. Donc au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je vais vous dire que ça veut dire que s'il y en a un autre, il est plus gros. Autrement dit, si F est un sous-espace vectoriel de E qui contient tous les VI, alors il est plus gros que vect V1 patati patata jusqu'à Vn. Autrement dit, vect V1 patati patata jusqu'à Vn est inclus dans F. C'est ça qu'on entend par le plus petit. Le plus petit, ça veut dire que s'il y a un autre sous-espace vectoriel qui contient tous les VI, alors il contient vect V1 patati patata jusqu'à Vn en entier. C'est une propriété dont on verra qu'elle est parfois utile pour déterminer une famille qui engendre un certain sous-espace donné. Donc commençons par un exemple tout bête. Si je prends un seul vecteur et que je prends en plus le vecteur nul, donc j'ai vraiment pas envie de faire des efforts, on va prendre l'exemple le plus simple. Quel est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur nul? Du coup, c'est égal à... Il y a un seul vecteur, hein, donc n égale 1. Ici, c'est égal à tous les lambda 1 fois 0. Donc en fait, l'espace vectoriel engendré par le vecteur nul, c'est juste le singleton vecteur nul. Quel est... Maintenant, si je prends un vecteur non nul U, quel est le sous-espace vectoriel qu'il engendre? D'après ma définition, vect U, c'est l'ensemble de tous les lambda U pour lambda dans R. C'est ce qu'on appelle la droite vectorielle dirigée par U. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que si on fait ça dans R2, donc je prends R2 comme ça, et que je prends un vecteur U non nul, par exemple celui-ci, dans ce cas-là, vect U, c'est l'ensemble de tous les multiples de U, donc c'est la droite, comme ça, dans la direction de U. Prenons un exemple un tout petit peu plus compliqué. On va regarder l'espace vectoriel de toutes les fonctions de R dans R.
l'espace vectoriel des fonctions de R dans R. Donc c'est l'espace vectoriel dont les éléments sont des fonctions définies sur R à valeur dans R. Vous vous rappelez ce truc-là, c'est un espace vectoriel aussi. Il n'y a pas que les Rn dans la vie. Prenons par exemple f0, c'est la fonction de R dans R qui, à tout x, associe 1. C'est la fonction constante égale 1. Donc ça, c'est bien une fonction de R dans R. Elle appartient donc à E. f1, c'est la fonction qui, à tout x dans R, associe x. Donc la fonction identité dans R, elle aussi, elle appartient à E. Et f2, je vais prendre la fonction x au carré. Toutes les trois sont des fonctions de R dans R, donc ce sont des vecteurs de E. C'est un exemple que je vous ai dit un petit peu plus abstrait. Qui est dans ce cas-là le sous-espace vectoriel de E engendré par f0, f1 et f2. Du coup, d'après ma définition, c'est l'ensemble de toutes les fonctions de R dans R, de toutes les fonctions, de tous les éléments de E, tels que il existe trois scalaires A, B, C, tels que f de x, pour tout x, ce soit égal à A fois f2 de x, plus B fois f1 de x, plus C fois f0 de x. Ce sont toutes les fonctions de R dans R qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de f2, f1 et f0. Autrement dit, ce sont toutes les fonctions de R dans R qui peuvent s'écrire sous la forme f de x égale a fois f2 de x, donc ax2, plus bx plus c. Donc l'espace vectoriel engendré par ces trois fonctions, c'est l'ensemble des polynômes de degré 2. Donc, je vous disais, c'est un exemple un petit peu plus original, pour vous montrer que cette notion, en fait, peut recouvrir toutes sortes de cas différents. On peut aussi, d'un autre côté, aller dans l'autre sens. On peut partir d'un sous-espace vectoriel qui est décrit comme dans la vidéo précédente par une équation, et on peut essayer de voir si ici il est égal à vect d'une certaine famille de vecteurs, à l'espace vectoriel engendré par une certaine famille de vecteurs. On verra dans les vidéos suivantes pourquoi c'est utile. Donc par exemple, prenons f, le sous-ensemble de R3 qui est décrit par l'équation suivante. x, y, z appartient à f si et seulement si x moins y moins z égale 0. Donc ça peut vous faire un bon exercice, si vous en ressentez le besoin, de vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Maintenant, est-ce que f est égal au sous-espace vectoriel engendré par une certaine famille de vecteurs? On va voir que oui. En effet, si je prends un u dans R3, enfin un u dans f, un x, y, z, qui appartient à f, alors x moins y moins z égale 0, autrement dit x égale y plus z. Autrement dit, u, c'est le vecteur, je vais plutôt écrire ça en dessous, pour avoir un peu de place. Donc, disais-je, u, c'est le vecteur, alors x, j'ai dit qu'on pouvait le remplacer par y plus z, puis y et z, j'y touche pas. Et maintenant, ce que je peux observer, c'est que ce vecteur, je peux le réécrire sous la forme de y 0 plus z0z. Je sépare ce qui dépend de y d'un côté, ce qui dépend de z de l'autre. Pourquoi? Parce que du coup, ça me permet de l'écrire sous la forme y fois 1, 1, 0
plus z fois le vecteur 1, 0, 1. Mais ça, du coup, y et z, ce sont des réels. Donc en fait, j'ai écrit u comme une combinaison linéaire des vecteurs 1, 1, 0 et 1, 0, 1, que je vais appeler v1 et v2. Ce que ça veut dire, c'est que si u est dans f, alors u est dans l'espace vectoriel engendré par les vecteurs v1 et v2, 1, 1, 0 et 1, 0, 1. Donc j'ai montré que f était inclus dans l'espace vectoriel, dans le sous-espace vectoriel de R3, engendré par V1 et V2. Réciproquement, parce que là on n'a pas montré l'égalité, V1, le vecteur 1, 1, 0, vous pouvez vérifier facilement qu'il appartient à f. 1 moins 1 moins 0, ça fait bien 0. V2, il appartient également à f. 1 moins 0 moins 1, ça fait bien 0. Mais vous vous rappelez, vect V1, V2, c'est le plus petit sous-espace vectoriel de R3 qui contient V1 et V2. Donc puisque f contient V1 et V2, ça veut dire qu'il est plus gros que vect V1, V2, donc vous avez l'inclusion vect V1, V2 est inclus dans f. Donc votre sous-espace vectoriel f, qui était décrit par l'équation x moins y moins z égale 0, vous pouvez le réécrire sous la forme vect 1, 1, 0, vect V1, V2. Donc vous avez trouvé une famille de vecteurs. On dit qu'elle engendre le sous-espace vectoriel f. F est égal au sous-espace vectoriel engendré par V1 et V2. Dans ce cas-là, on dit que V1 et V2 engendrent f. Ou génèrent f. Comme on en reparlera dans la vidéo suivante qui parlera de familles génératrices. Et je vous donne donc rendez-vous dans cette nouvelle vidéo. Merci de votre attention.